Au dîner de famille de ma sœur, je suis arrivé avec ma fille de 6 ans. Ma mère est sortie et a dit froidement, « Tu n'étais pas censé venir ce soir. » Alors, nous sommes partis. 9 minutes plus tard, mon père a appelé, furieux, fait demi-tour tout de suite. Ce qu'il a déclaré devant toute la famille a laissé ma mère et ma sœur complètement silencieuses. L'odeur du cèdre et de la vieille laine m'a frappé au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de ma tante, comme cela avait toujours été le cas depuis mon enfance. Ma fille Sophie se tenait à côté de moi dans le couloir, sa petite main enroulée autour de 2 de mes doigts, vêtue de la robe en velours bordeaux que nous avions mis 3 samedis à trouver ensemble. Elle l'appelait sa belle robe de fête. Elle m'avait demandé 2 fois sur le trajet si sa barrette était droite. Je lui avais dit 2 fois qu'elle était parfaite. « Maman, dit-elle en me regardant. Pourquoi personne ne vient à la porte ? » Je n'avais pas de bonne réponse à cela. 15 minutes plus tôt, mon téléphone avait vibré sur la console de la voiture alors que mon mari Daniel s'engageait sur la ruelle Jean sous la première vraie chute de neige de novembre. La maison de ma tante se trouvait au bout d'une impasse tranquille au Canada, le genre de quartier où tout le monde avait un garage pour 2 voitures et une couronne sur la porte dès la 2e semaine de novembre. Le texto venait de ma mère. Il disait, « N'entre pas par l'entrée du garage. En fait, attends. Je dois te parler avant que tu n'entres. » Je sors. Je l'avais appelée immédiatement. Elle n'a pas décroché. J'ai rappelé. Rien. Alors, Daniel a garé la voiture et nous 3 avons marché sur le chemin salé jusqu'à l'entrée et j'ai sonné. La porte s'est ouverte, non pas sur ma mère, mais sur ma tante elle-même. Elle s'appelait Patricia, la sœur aînée de mon père, et elle avait l'expression particulière d'une femme qui s'attendait à une complication et qui la regardait maintenant arriver pile à l'heure. « Oh, dit-elle, juste ça. » Puis, se reprenant, « Vous devez être entré par l'avant. Normalement, nous utilisons la porte de côté pour la famille. J'avais utilisé cette porte de côté toute ma vie. Laisse-moi aller chercher ta mère, dit-elle, et elle laissa la porte seulement entr'ouverte tandis qu'elle disparaissait à l'intérieur. Je pouvais voir au-delà du seuil, dans le salon, la cheminée à gaz était allumée. Tante Patricia avait sorti la belle porcelaine sur la table de la salle à manger. Le service Wedgwood qu'elle ne sortait que pour Noël et pour la lecture du testament de mon grand-père il y a 8 ans. Je pouvais voir mes cousins regroupés près de l'îlot de cuisine avec des verres de vin chaud. La famille de mon père, tous, riant de quelque chose sur le téléphone de quelqu'un. Et assise dans le fauteuil le plus proche du feu, enveloppée dans un cardigan en cachemire que je n'avais jamais vu auparavant, se trouvait ma sœur cadette, Renée. Elle leva les yeux et me vit à la porte. Quelque chose traversa son visage si rapidement que je l'ai presque manqué. Pas de la chaleur, pas le soulagement simple de voir sa sœur avant un dîner de famille, quelque chose de plus proche du calcul. Et puis le remplacement en douceur par un sourire prudent et étudié. Puis ma mère est arrivée dans le couloir, est sortie sur le perron et a tiré la porte presque complètement derrière elle. « Ma chérie, dit-elle. » Sa voix était cette voix de gestionnaire, celle que j'avais appris à redouter au dîner de famille depuis l'âge de 12 ans. « Je suis si contente que tu aies pu venir. C'est juste que ce soir est un peu plus intime que ce que nous avions prévu à l'origine. » Patricia a mis la table pour 12 et avec l'ajout de « L'ajout de qui ?» dit Daniel derrière moi. Sa voix était patiente, mais je connaissais mon mari. Cette patience particulière signifiait qu'il comptait les syllabes très attentivement. Ma mère lui jeta un coup d'œil puis se tourna de nouveau vers moi. L'amie de Renée, Céleste, se joint à nous. Patricia voulait que ce soit cohérent et elle a demandé que ce soir soit réservé à la famille immédiate et au cercle proche. Donc, il y a un problème de couvert et c'est honnêtement juste une question de logistique. Sophie est sur la liste des invités, dis-je. J'ai confirmé avec Patricia il y a 2 semaines. Sophie lit le poème. Sophie leva les yeux vers moi quand elle entendit son nom. Ma mère s'accroupit au niveau de Sophie. La façon dont elle le fit, prudente avec ses genoux serrés. La façon dont les femmes en jupe s'accroupissent quand elles ne veulent pas paraître pressées. Cela me disait que la conversation était déjà scénarisée. « Bonjour, ma chérie. Tu es magnifique. »« Est-ce que je lis toujours le poème, mamie ?» demanda Sophie. Elle avait 6 ans et s'entraînait depuis 11 jours sur le poème préféré de mon grand-père, de Robert Service. Elle l'avait lu à notre chat. Elle l'avait lu au miroir de la salle de bain. Elle l'avait lu à la mère de Daniel sur FaceTime.
L'expression de ma mère fit quelque chose de compliqué. Ça a peut-être un peu changé. Ma chérie, René a demandé si la fille de Céleste pourrait faire une petite lecture à la place, parce qu'elle prend des cours de théâtre. Et René a pensé que ce serait une bonne. René a pensé, dis-je. Ma mère se releva. Sarah, s'il te plaît. Elle s'entraîne depuis presque 2 semaines. Tu l'as laissée s'entraîner pendant 2 semaines sans me dire que c'était même une possibilité. Le visage de ma mère changea, non pas en culpabilité, mais en quelque chose que je reconnaissais pour l'avoir observé toute ma vie. L'expression qu'elle portait quand elle avait décidé que la chose qu'elle était sur le point de dire était justifiée et n'attendait plus que le bon moment pour la dire à haute voix. Tu sais comment ces rassemblements deviennent quand il y a des tensions, dit-elle. Et honnêtement, tu sais comment René aime que les choses soient parfaites. Et chaque fois que tu es là, elle se monte la tête et Patricia se monte la tête et toute la soirée consiste à gérer l'ambiance au lieu de célébrer la mémoire de ton grand-père. Ce n'est qu'un dîner, Sarah. Je suis resté très immobile sur ce perron dans le froid de novembre. La lumière du porche rendant tout plat et sans ombre. Derrière moi, Daniel posa sa main sur mon épaule. Il ne dit pas un mot. Il avait un don pour ça, pour communiquer tout le nécessaire par le poids de sa paume. C'est moi qui cause l'ambiance, dis-je. Ce n'était pas une question. Tu sais ce que je veux dire, dit ma mère. Je savais. Je le savais depuis longtemps et j'avais passé un temps tout aussi long à construire des raisons de ne pas y croire. René avait 3 ans de moins que moi et avait été, aussi loin que je me souvienne, le principe organisateur de la vie émotionnelle de notre famille. C'était elle qui décidait où se passait Noël, qui s'asseyait où, quel était le budget des cadeaux et si le dîner commémoratif de grand-père avait lieu en novembre ou en décembre. Elle avait des opinions sur les arrangements floraux aux funérailles. Elle avait des opinions sur la police d'écriture sur le gâteau d'anniversaire. Ces opinions n'étaient jamais qualifiées de difficiles ou d'exigeantes. Elles étaient appelées « René qui se soucie profondément des choses », et la famille s'était réorganisée autour d'elle si progressivement que personne n'avait remarqué la réorganisation. J'étais allé à l'université avec une bourse et j'avais travaillé dans un restaurant 4 soirs par semaine pour combler le manque. René était allé à l'université avec les économies de nos parents et rentrait à la maison le week-end pour faire sa lessive. Mes parents m'avaient qualifié d'autonome et l'avaient dit de la manière dont les gens disent qu'ils sont fiers de quelque chose dont ils n'avaient jamais prévu d'être fiers. Nous allons partir, dis-je. Dis à Patricia merci pour l'invitation. Je me suis tourné vers Sophie et me suis accroupi comme ma mère l'avait fait, mais j'ai tenu ses 2 mains et les regardé droit dans les yeux. Sa barrette, ai-je remarqué, s'était légèrement déplacée vers la gauche. Je l'ai redressée. Et, tu veux aller manger une poutine ? Elle étudia mon visage. Sophie avait l'habitude de lire les adultes avec une minutie à la fois utile et alarmante. L'endroit avec le fromage qui fait squeak squeak ? Celui-là même. Tu es triste ? Je vais bien, sauf. Toi, ça va ? Elle réfléchit à cela comme elle réfléchissait à tout, la lèvre inférieure légèrement avancée. J'ai beaucoup répété le poème. Je sais que tu l'as fait. Tu allais être incroyable. Je le connais déjà par cœur, dit-elle. Même les parties difficiles. Je sais. J'ai lissé le devant de sa robe de velours. On trouvera un endroit pour le poème. Je te le promets. D'accord. Elle me regarda un instant de plus. Est-ce que l'endroit de la poutine peut avoir du chocolat chaud ? Absolument, oui. Daniel lui prit la main et nous 3 sommes retournés sur le chemin salé jusqu'à la voiture. Je ne me suis pas retourné. J'ai gardé les yeux fixés sur le bout de l'allée et la mâchoire serrée et je me suis dit que j'allais bien, que ce n'était pas la pire chose qui soit jamais arrivée, que c'était juste un dîner. J'étais presque en train de me convaincre jusqu'à ce que Daniel démarre la voiture, que Sophie monte dans son rehausseur et s'attache avec la confiance concentrée d'un enfant qui prend le bouclage au sérieux. Et puis j'ai pressé la paume de mes mains contre mes yeux et j'ai respiré. Et, dit Daniel doucement. Il a mis la voiture en marche arrière mais n'a pas bougé. Elle répète ce poème depuis 11 jours, dis-je. Les mots sont sortis étranges, plus épais que je ne le voulais. Elle l'a lu haute chatte. Je sais. Ma mère est restée là et a défendu ça. Je sais. René n'est même pas venu à la porte. Je sais. Il a tendu la main par-dessus la console et a tenu la mienne avec cette prise particulière qu'il réservait aux choses que nous allions traverser,
mais sans prétendre que tout allait bien. Tu n'as pas à avoir fini d'en parler. Pour l'instant, si. J'ai baissé les mains et j'ai regardé la maison à travers le pare-brise. La lumière chaude du salon derrière les rideaux, une ombre se déplaçant derrière la vitre. Allons-y, c'est tout. Nous étions à 2 pâtés de maison de la maison de tante Patricia quand Sophie a dit très nonchalamment depuis la banquette arrière, « Maman, est-ce que tante Renée ne m'aime pas ?» Je me suis retourné. Sophie regardait par la fenêtre la neige tomber sur les maisons du quartier, sa robe de velours sombre contrastant avec le gris du soir. « Tante Renée t'aime beaucoup, dis-je. Alors pourquoi a-t-elle donné mon poème à une autre fille? Il n'existe aucune phrase dans la langue française, et peut-être dans aucune langue, qui réponde adéquatement à cette question lorsqu'elle vient d'une fillette de 6 ans dans une belle robe de fête un vendredi soir de novembre. J'ai fait de mon mieux. Parfois, les adultes prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'ils portent à quelqu'un, dis-je. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne jamais. D'accord, dit-elle sur ce ton particulier que les enfants utilisent lorsqu'ils ont décidé de vous faire confiance même s'ils ne sont pas tout à fait sûrs que vous ayez raison. Un moment passa. Je vais quand même lire le poème, annonça-t-elle. À la maison, pour papa. Ce soir, dit Daniel. On le fera ce soir. Elle hocha la tête, satisfaite, et retourna regarder par la fenêtre. J'ai retrouvé la main de Daniel sur la console et je l'ai tenue en regardant la rue d'Edmonton et les lumières des porches estompées par la neige qui tombait. Et je n'allais pas bien. Je n'allais vraiment pas bien, mais je tenais le coup. Et pour le moment, c'était le seul travail que j'avais. Nous roulions depuis 9 minutes quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Mon père. Mon père avait été à l'intérieur de la maison de tante Patricia tout ce temps. Il était assis dans la salle à manger avec la porcelaine Wedgwood et le vin chaud et il n'était pas venu à la porte. Il n'avait pas envoyé un seul message pendant que j'étais sur ce perron dans le froid. Quoi qu'il appelle pour dire maintenant, je n'avais aucune idée du récipient qu'il me restait pour le contenir. Daniel a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à la route. « C'est toi qui décides, dit-il. » J'ai répondu. « Sarah. » La voix de mon père n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas la neutralité prudente qu'il utilisait quand il essayait de ne pas prendre parti. La non-voix diplomatique que j'entendais depuis toute ma vie au dîner de famille. Elle était tendue, contrôlée de la manière spécifique de quelqu'un qui réprime quelque chose de réel. « Où es-tu en ce moment ? » En route pour la maison, papa. À 2 minutes de l'autoroute. Ne prends pas l'autoroute. La maison est à quelle distance ? 8, peut-être 10 minutes. Quoi ? Fais demi-tour. Sa voix a tranché la mienne nettement. Pas forte, juste absolue. Reviens tout de suite. Il ne s'agit pas du dîner, papa. Je ne vais pas retourner là-bas et m'asseoir à la table de Patricia après ce qui. Juste, Sarah. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit mon nom, non pas géré, non pas diplomatique, qui m'a glacé la nuque d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. J'ai besoin que tu reviennes à cette maison. S'il te plaît, fais-moi confiance. J'ai regardé Daniel. Daniel m'a regardé. Il avait entendu suffisamment de l'appel pour lire mon visage. D'accord, dis-je. On arrive. J'ai mis fin à l'appel. Fais demi-tour, dis-je à Daniel. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a trouvé un endroit pour faire un demi-tour prudent sur la rue enneigée et a rebroussé chemin. Sophie, qui était en pleine phrase d'une histoire longue et compliquée qu'elle racontait à son ours polaire en peluche, a remarqué le changement de direction. On retourne à la fête ? On retourne voir grand-père, dis-je. Oh. Une pause. Y aura-t-il du fromage qui fait le squeak là-bas ? Pas à cet endroit précis, mais je te promets que la poutine est toujours au programme ce soir. D'accord. Elle est retournée à son ours polaire. Mon père était dehors quand nous sommes revenus dans l'impasse. Il n'était pas à la porte d'entrée. Il était au bord de l'allée, debout dans la neige sans manteau, et la lumière du porche attrapait le gris de ses cheveux et le faisait paraître soudainement plus âgé que dans mon souvenir de Thanksgiving. Il tenait son téléphone à son côté. Il ressemblait à un homme qui était resté longtemps au même endroit pour prendre une décision. Je suis sorti de la voiture. Daniel a suivi. Sophie est sortie en courant et a couru vers mon père sans la moindre hésitation,
comme elle courait toujours vers lui, et il l'a attrapée, l'a serrée dans ses bras et a brièvement enfoui son visage dans ses cheveux sombres. « Salut, toi, dit-il, sa voix se brisant légèrement sur les deux mots. Il l'a tenue un long moment, puis l'a reposée doucement. « Daniel, ça te dérangerait d'emmener cette petite derrière ?» Patricia a installé cette petite patinoire. Je pense que les lumières sont allumées. Sophie haleta. Une vraie patinoire? Une vraie patinoire, avec des bandes et tout. Il regarda Daniel. Daniel me regarda. Je suis juste là, disaient ses yeux. Il prit la main de Sophie et ils disparurent sur le côté de la maison, Sophie parlant déjà de savoir si le patinage artistique comptait comme de la danse. Mon père et moi sommes restés au bord de l'allée dans la neige. Le bruit de l'intérieur de la maison était des voix étouffées, le son bas d'une playlist que quelqu'un avait mise sur les haut-parleurs de la télévision. Quelqu'un a ri, d'un rire vif et social, derrière la vitre. « Je te dois des excuses, dit mon père. »« Papa. Laisse-moi finir. » Il leva une main comme il le faisait quand nous étions enfants et qu'il avait besoin que la table écoute vraiment. J'étais dans la cuisine quand ta mère est sortie. J'ai tout entendu ce qu'elle t'a dit. J'ai entendu ce qu'elle a dit à Sophie. Il fit une pause. La neige tombait entre nous, silencieuse et indifférente. Je ne suis pas sorti. Je me suis dit que ce n'était pas le bon moment, que ça créerait une scène, que le dîner de René serait gâché. Il me regarda droit dans les yeux et ses yeux avaient une expression que je n'avais vue qu'une poignée de fois dans ma vie. C'était de la lâcheté. Et toi et Sophie méritiez mieux de ma part ce soir. J'apprécie que tu dises ça, dis-je. Et je le pensais de la manière dont on pense quelque chose qui est à la fois vrai et pas tout à fait suffisant en même temps. Il y a autre chose. Il a mis la main dans la poche de sa chemise. Il était sorti sans manteau, réalisai-je, ce qui signifiait qu'il était sorti rapidement, et a sorti son téléphone. Il a tourné l'écran vers moi. C'était un fil de message texte de René. Horodaté à 10h14 ce matin-là. J'avais été à une fête d'anniversaire avec Sophie à 10h14 ce matin-là. J'avais regardé des enfants de 6 ans jouer aux chaises musicales dans la salle de jeu de quelqu'un à Baraven pendant que René tapait ceci. Le message était pour ma mère. Mon père l'avait apparemment reçu en transfert ou on le lui avait montré. Je comprendrai les détails plus tard. Ce qui comptait, c'était ce qu'il disait. Maman, peux-tu t'occuper de l'affaire Sarah avant ce soir? Je ne veux juste pas avoir à gérer ça. Dis-lui que le dîner a été déplacé ou que c'est seulement la famille immédiate ou peu importe. Je me fiche de l'excuse. Assure-toi juste qu'elle ne se pointe pas. Elle rend toujours tout si pesant et c'est censé être une belle soirée pour grand-père. Aussi, peux-tu faire savoir à Patricia que la fille de Céleste fait la lecture à la place de Sophie? J'ai déjà prévenu Céleste et ce serait bizarre de faire marche arrière maintenant. Sophie s'en remettra. Elle a 6 ans. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. L'affaire Sarah. J'étais une chose à gérer. J'étais une ligne dans un texto du matin envoyé entre 2 tâches. Quelque part entre la confirmation du vin et l'arrangement des fleurs. Elle rend toujours tout si pesant. Elle a planifié ça, dis-je. Ce n'était pas une question. Elle a planifié ça, dit mon père. Ce n'était pas un problème de place de dernière minute. Cela a été décidé ce matin. Et ta mère, comme elle l'a fait de manière fiable pendant la majeure partie de ta vie d'adulte, a fait exactement ce que René a demandé sans une seconde d'hésitation. J'ai regardé le visage de mon père sous la lumière du porche dans la neige qui tombait, et j'ai pensé à chaque dîner de famille où la géographie de la table avait été réarrangée selon les préférences de René. Chaque Noël, où ma suggestion raisonnable était devenue un problème, et la suggestion tout aussi raisonnable de René était devenue un plan, chaque fois que j'avais été décrite comme indépendante. Comme si c'était une espèce d'animal qui nécessitait moins de nourriture et d'eau que les autres espèces. Je veux que tu entres, dit mon père. Papa, je n'ai vraiment pas envie de m'asseoir à cette table ce soirée. Pas pour t'asseoir à table. Il me regarda fixement. Il y a des choses qui doivent être dites devant tout le monde. J'ai laissé passer trop de ces moments parce que le moment n'était jamais opportun, le cadre n'était jamais le bon et il y avait toujours une raison d'attendre. J'en ai assez d'attendre. Il me regarda avec une expression que je ne pouvais décrire que comme résolue. Pas en colère, ne jouant aucun rôle, juste un homme qui avait pris sa décision sur quelque chose et qui n'allait pas la défaire.
J'ai parlé avec mon avocat spécialisé en succession cet après-midi, dit-il. Quelque chose dans ma poitrine s'immobilisa. J'ai examiné les documents que j'ai établis après le décès de ton grand-père. Ceux que ta mère et moi, ceux qui ont été, en fin de compte, progressivement ajustés de manière informelle et auxquels je ne prêtais pas assez attention. Il fit une pause. Je prête attention maintenant. J'ai demandé à ce que tout soit révisé et que plusieurs choses soient corrigées. Papa, la propriété du lac de ton grand-père à Muskoka, dit-il. Celle qu'il a toujours dit qu'il vous reviendrait à parts égales. Il s'arrêta. Elle ne vous est pas revenue à parts égales. Ta mère la traite comme celle de René, progressivement, depuis 4 ans. La contribution annuelle aux impôts fonciers, les décisions de rénovation, le calendrier de réservation. Il me regarda. Le savais-tu? Je m'en étais douté. Je ne m'étais pas autorisé à le savoir. Je suis en train de corriger ça, dit-il. C'est ce que je faisais cet après-midi. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte d'entrée. Puis elle nous a vus debout au bord de l'allée et son visage est passé par 3 expressions en moins de 2 secondes. La surprise, puis l'alarme particulière de quelqu'un qui regarde un plan dévié, puis le rassemblement de son sang-froid. C'était son expression la plus reconnaissable. Robert, dit-elle, resserrant son cardigan contre le froid. Qu'est-ce que vous? Sophie et Daniel sont derrière. Quelqu'un devrait pourrais-tu faire savoir à tout le monde que j'aimerais un moment, dit mon père, pas fort, pas méchant, absolument clair. Ma mère le regarda, puis moi, puis de nouveau lui. Quelque chose dans sa voix ou sa posture lui a communiqué quelque chose qui a fait changer la couleur de son visage. Elle est retournée à l'intérieur. Mon père me regarda une dernière fois. Peux-tu me faire confiance? J'ai pensé à Sophie sur la banquette arrière, disant, j'ai beaucoup répété le poème, d'une voix qui ne contenait aucune plainte, seulement un fait. J'ai pensé à elle redressant sa barrette dans le miroir du pare-soleil de la voiture ce matin-là et demandant si elle était droite. J'ai pensé aux 11 jours d'une fillette de 6 ans lisant Robert Service à un chat. Oui, dis-je. Je te fais confiance. Il hocha la tête, se tourna et me conduisit sur le chemin d'entrée et par la porte. La chaleur de la maison m'a frappé immédiatement. L'odeur du vin chaud, de la cheminée à gaz, du cèdre. 20, peut-être 25 personnes dans le salon et la salle à manger, et débordant dans la cuisine. L'élan de milieu de soirée d'un rassemblement familial bien en cours. Plusieurs têtes se sont tournées. Quelques personnes ont enregistré ma présence avec la vacuité polie de ceux qui n'étaient pas sûrs de ce que je faisais là. Ma mère est revenue dans le salon depuis le couloir et s'est positionnée près de ma tante. Son visage était composé, mais ses mains étaient jointes devant elle comme elle l'était quand elle se préparait à gérer quelque chose. Ma tante Patricia est apparue de la cuisine. Elle a regardé mon père avec une expression prise entre l'inquiétude sociale et quelque chose de plus privé, de plus compliqué. Robert, dit-elle. La soupe est presque. J'aimerais l'attention de tout le monde un moment, s'il vous plaît, dit mon père. Il l'a dit comme il disait les choses lors des réunions du conseil d'administration depuis 25 ans, pas fort, avec l'autorité particulière de quelqu'un qui ne demande pas. Les conversations les plus proches de nous se sont tues. Puis celles au-delà, de la manière dont le son s'éteint dans les pièces quand quelque chose change dans l'air. La playlist a continué à jouer un moment, puis quelqu'un s'est penché et l'a baissé. Dans le silence, je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque et le faible son de rire venant de quelque part derrière la maison. Sophie et Daniel à la patinoire, séparés de tout cela. Merveilleusement et parfaitement séparés de tout cela. René est apparu dans l'arche entre le salon et la salle à manger. Elle avait troqué son cardigan en cachemire pour quelque chose de plus habillé. Ses cheveux étaient coiffés. Elle tenait un verre de vin, et à côté d'elle se tenait une femme que je ne connaissais pas. Céleste, je supposais, et une petite fille en robe qui regardait la pièce avec de grands yeux innocents. Quand René m'a vu, son visage a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il s'est figé, complètement figé. La machinerie sociale qui animait habituellement ses expressions, la chaleur, la légère exaspération, la surprise de façade, tout s'est arrêté. « Papa, dit-elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est ici, dit mon père, parce que c'est sa place, parce qu'elle est ma fille. Parce que sa fille répète un poème depuis 11 jours, et j'aurais dû venir moi-même sur ce perron. » La mâchoire de René s'est crispée. Ce n'est pas le moment pour ça.
Je sais que tu le crois. Je sais que tu as envoyé un texto à ta mère ce matin pour lui demander de s'assurer qu'elle ne vienne pas. Il l'a dit sans volume, sans théâtralité, il l'a juste énoncé. Je sais que tu avais déjà dit à la fille de Céleste qu'elle faisait la lecture sans consulter personne dans cette famille d'abord. Je sais que ta mère, comme elle l'a fait sans faute, a fait ce que tu as demandé. La qualité du silence dans la pièce a changé. Il avait une texture maintenant, le genre qui se produit quand les gens réalisent qu'ils sont à l'intérieur d'un moment qui est réel. Ma tante Patricia a posé le torchon qu'elle tenait. Céleste s'est légèrement penchée en arrière, se recalibrant. Le fiancé de René, qui se tenait près de la bibliothèque et que j'avais toujours sincèrement apprécié, regardait mon père avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire, attentive et prudente. Cette famille a passé beaucoup de temps à s'organiser autour du confort d'une seule personne, dit mon père. J'ai fait partie de cet arrangement. J'ai appelé ça maintenir la paix, et j'ai appelé ça pas le bon moment, et je me suis trompé sur les deux choses, constamment et depuis trop longtemps. Il fit une pause. Laissa cela s'installer. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec mon avocat spécialisé en succession. Je suis direct parce que cette famille a manqué de franchise et je suis fatigué de ce manque. Il regarda René et sa voix resta stable d'une manière qui, je le comprenais en le regardant, lui coûtait quelque chose de réel. La propriété du lac est ramenée à une division égale comme votre grand-père l'avait prévu. Les contributions annuelles sont égalisées. Les documents de la fiducie sont corrigés pour refléter ce que j'ai réellement dit qu'ils reflèteraient il y a 8 ans et non ce qui a été progressivement supposé. Ma mère a dit « Robert ». Sa voix était basse. Ce soir, entre tous les soirs. Oui, dit-il. Ce soir, parce qu'il y aura toujours une raison pour que ce soit le mauvais soir. Il y a eu une raison pendant 20 ans. Il s'est tourné vers moi alors, et ses yeux dans la lumière chaude du salon de sa sœur étaient plus vieux que je ne me permettais habituellement de les voir, et plus lourds. Et sous cette qualité plus lourde, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à un homme déposant un fardeau qu'il avait porté pendant très longtemps dans l'espoir qu'il ne soit pas trop tard pour le déposer. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à cette porte ce soir, dit-il. Je suis désolé que cela soit arrivé devant Sophie. Je suis désolé de ne pas être sorti au moment où j'ai entendu. J'avais contenu quelque chose depuis le perron. Je l'avais contenu dans la voiture et au bout de l'allée et à travers le message texte sur le téléphone de mon père. J'avais un bilan raisonnable, construit sur des années à être la fille qui était censée simplement absorber les choses, de me contenir devant les gens. Je ne me contenais plus maintenant, pas bruyamment, pas d'une manière qui demandait quoi que ce soit à la pièce. Mes yeux ont simplement fait ce que les yeux font quand une pression qui a été retenue longtemps et soudainement, inopinément, relâchée, et j'ai arrêté d'essayer de l'empêcher. Merci, dis-je. C'est tout. C'était la seule chose que j'avais. Ma mère a dit quelque chose de sec à mon père sur le timing, sur tout ce qu'elle avait fait pour cette famille et sur le fait que le dîner de René était maintenant en ruine. René a posé son verre de vin sur la bibliothèque avec un mouvement très contrôlé, très précis, et m'a regardé à travers la pièce avec une expression que je n'avais jamais reçue d'elle, pas du mépris, pas la gestion sociale ennuyée qu'elle me dirigeait habituellement. Quelque chose de plus compliqué, quelque chose sous la colère qui ressemblait brièvement à de la reconnaissance. Céleste avait pris la main de sa fille et lui parlait doucement, la guidant gentiment vers la salle à manger. Ma tante Patricia regardait le sol. J'ai regardé mon père. Où sont-ils? Porte du jardin, sur le côté droit. J'y suis allé. L'arrière-cour de la maison de tante Patricia en novembre était sombre et froide et sentait la neige fraîche et quelque chose de légèrement métallique venant de la patinoire. Les guirlandes lumineuses qu'elle avait accrochées le long de la clôture pour l'occasion se balançaient légèrement dans le vent venant du nord. Et là, au bord de la petite patinoire de l'arrière-cour, se trouvaient Daniel et Sophie. Sophie ne patinait pas. Elle était assise sur le banc en bois à côté de la patinoire dans sa robe de velours, les chevilles croisées, regardant Daniel tenter de tenir en équilibre sur les vieux patins de location de Patricia avec le pur plaisir objectif de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre tomber sans vraiment tomber. Je me suis approché d'eux à travers la neige. Daniel m'a entendu arriver et a levé les yeux, et Sophie s'est retournée sur le banc. Il est tombé 2 fois, annonça Sophie. J'ai vacillé 2 fois, dit Daniel. Il y a une distinction légale. Je me suis assise sur le banc à côté de Sophie. Elle a regardé mon visage comme elle regardait toujours mon visage. Ça va, demanda Daniel.
Papa a changé les documents de la propriété. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Daniel expira par le nez. Une longue et lente respiration. D'accord, dit-il. Il s'est excusé auprès de moi à voix haute. Il aurait dû, dit Daniel. Et je suis content qu'il l'ait fait. Je me suis appuyé sur son épaule et il a mis son bras autour de moi et pendant 1 minute, nous sommes restés assis là sur le banc près de la patinoire dans l'arrière-cour de la maison de ma tante au Canada, dans la neige, dans le noir, écoutant les sons étouffés venant de l'intérieur de la maison. La voix de ma mère, puis celle de René, plus aiguë, puis se taisant, puis une porte quelque part. Sophie a glissé du banc et a marché prudemment jusqu'au bord de la patinoire avec ses belles chaussures et s'est accroupie pour regarder la glace. « Maman, dit-elle. »« Oui. »« Est-ce que je peux te lire le poème maintenant, ici dehors ?» Je l'ai regardé, accroupi là dans sa robe de velours bordeaux, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid, sa barrette toujours parfaitement droite. « Oui, dis-je. Lis-moi le poème. » Elle s'est levée. Elle a joint ses mains devant elle comme son professeur de maternelle lui avait appris à se tenir pour réciter. Elle nous a regardés, Daniel et moi, avec un sang-froid énorme pour quelqu'un dans les chiffres uniques, et elle a commencé. Elle n'a pas trébuché une seule fois, pas sur les parties difficiles. Nous avons dit au revoir à mon père à l'avant de la maison après, avant de partir. Lui et Sophie sont restés ensemble sur l'allée un long moment. Il lui a dit que c'était le plus beau Robert Service qu'il ait jamais entendu, et elle lui a dit très sérieusement qu'elle avait répété les parties difficiles en plus. Il a serré la main de Daniel et l'a tenue un instant de plus qu'une poignée de main ne dure habituellement. Il m'a regardé une dernière fois avant que nous montions en voiture. Ses yeux avaient la même qualité que dans l'arrière-cour, plus vieux, plus lourd, et en dessous, quelque chose que je n'y avais pas vu assez souvent. Le début d'une honnêteté différente entre nous. « Je t'appellerai cette semaine, dit-il. »« Je répondrai, dis-je. » René n'est pas sorti. Nous avons trouvé un endroit de poutine à 20 minutes de là. Le genre avec le menu écrit à la main sur un tableau noir, des chaises dépareillées et un pot à pourboire avec un autocollant de hockey dessus. Sophie a pris la classique avec un supplément de fromage en grains et les a mangés avec une joie méthodique et concentrée. Daniel a pris la version au porc effiloché et en a poussé la moitié dans mon assiette sans qu'on le lui demande, parce qu'il savait que j'en voudrais mais que je n'en commanderais pas. Nous nous sommes assis sous la lumière chaude de ce petit restaurant avec l'effet saillant du hockey à la télévision dans le coin et le son calme d'un vendredi soir de novembre. Et j'ai pensé à la porcelaine Wedgwood, au vin chaud et à ma sœur dans son nouveau cardigan près de la cheminée. Et j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni du triomphe, ni du soulagement, ni de la satisfaction, quelque chose de plus silencieux que toutes ces choses, quelque chose qui ressemblait prudemment à un terrain solide. Mon père a appelé le mercredi, comme il l'avait dit. Il m'a expliqué ce que l'avocat avait confirmé. La propriété de Muskoka revenait à une propriété égale. La fiducie, qui avait dérivé de manière informelle vers René pendant des années par de petites décisions et des suppositions non contestées, était restaurée selon les termes originaux. Il m'a aussi dit quelque chose que je ne savais pas, que la montre de mon grand-père, celle que mon père avait toujours dit qu'il gardait pour que nous en discutions toutes les deux, avait été discrètement mise de côté pour René il y a 2 ans. Ma mère l'avait arrangée. Quand mon père l'a confrontée, elle avait dit qu'elle supposait que René l'apprécierait plus parce que je n'étais pas sentimental avec les objets. Je suis resté avec ça pendant longtemps. Daniel et moi sommes allés voir mon père seul 6 semaines plus tard, sans Sophie, sans ma mère. Nous nous sommes assis dans le salon de la maison où j'ai grandi un samedi après-midi gris de janvier, et mon père m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant, sur les années où je travaillais de nuit pour finir mon diplôme. Sur les conversations qui avaient eu lieu à mon sujet et sur mon absence, l'histoire lente et cumulative qui avait été construite autour de qui j'étais dans cette famille, de ce dont j'avais besoin et de ce dont je n'avais pas besoin. Et comment le fait que je n'ai pas besoin de choses avait été utilisé à plusieurs reprises comme une raison de ne pas les offrir. Il n'a rien joué de tout cela. Il m'a juste raconté les faits de la même voix égale qu'il avait utilisé dans le salon de Patricia. Et quand je me suis mise en colère, et je me suis mise en colère, assise dans le salon de mon enfance sous la lumière de janvier, en colère d'une manière que j'avais soigneusement évitée pendant très longtemps, il ne l'a pas gérée. Il ne l'a pas aplanie ou redirigée ou ne m'a pas rappelé les bonnes choses. Il est juste resté assis là et m'a laissé être en colère et a attendu que j'ai fini. C'était, je pense, la chose que j'attendais depuis le plus longtemps d'avoir la permission de faire.
La montre de mon grand-père m'est parvenue dans une enveloppe matelassée 6 semaines après ça. Pas de mots, juste la montre dans son boîtier d'origine. Mon nom écrit sur l'enveloppe de la main de mon père. Je l'ai posée sur la commode de notre chambre et je l'ai regardée pendant longtemps. Puis je l'ai emmenée chez un horloger de la rue Spar qui l'a nettoyée et a remplacé la couronne, et je l'ai portée au travail le lundi suivant. Rien de significatif à propos de la journée. Aucune occasion. Sophie l'a remarqué au petit déjeuner. Elle était encore en pyjama, les cheveux aplatis d'un côté à cause du sommeil, et elle est venue se tenir à côté de ma chaise et a regardé mon poignet avec un grand sérieux. « C'est celle de grand-père » demanda-t-elle. Elle parlait de mon grand-père. Elle l'avait rencontré 3 fois avant sa mort et s'en souvenait étrangement toutes les 3. C'était, dis-je. Maintenant, c'est la mienne. Elle l'a regardé attentivement, puis a tendu un doigt et a touché le verre de cristal très doucement. Elle est jolie, dit-elle. Puis, avec l'efficacité qu'elle avait toujours eue pour passer d'un sujet à l'autre, je peux avoir les céréales avec les petites étoiles? Oui, va chercher le bol. J'arrive tout de suite. Elle a foncé vers la cuisine. J'ai regardé la montre à mon poignet un instant de plus, le petit mouvement régulier de la trotteuse, puis je suis allé préparer le petit déjeuner. René m'a envoyé un texto en mars. C'était un long message, le genre avec plusieurs paragraphes et une ponctuation soignée qui vous dit que quelqu'un l'a réécrit pendant des jours. Il disait des choses comme « Je sais que je t'ai donné l'impression que tu n'appartenais pas à notre famille, et je pense que j'ai été en compétition avec une version de toi que j'ai inventée, et je ne te demande pas de prétendre que ce n'est pas arrivé. » Ce n'était pas complet. Il omettait plusieurs choses spécifiques qu'il aurait dû aborder. Mais c'était réel, et ça m'a surprise, et je suis resté avec ça pendant 5 jours avant de répondre. Quand je l'ai fait, j'ai été brève. J'ai dit que j'appréciais qu'elle l'envoie. J'ai dit que je n'étais pas prête à agir comme si les dernières années avaient été un malentendu. J'ai dit qu'il pourrait y avoir une version d'une relation que nous pourrions construire à partir de quelque chose de nouveau, mais que ce ne pourrait pas être un retour à l'ancienne, et que cela devrait se faire lentement. Elle a répondu. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne sais pas ce que cela deviendra. Je ne sais pas si la distance entre nous se réduira en quelque chose qui ressemblera finalement à des sœurs, comme je l'imaginais quand nous étions petites, quand elle grimpait dans mon lit pendant les orages et que je lui lisais une histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le monde a plus de possibilités que je ne me permettais de le croire auparavant. Je m'entraîne à ne pas décider à l'avance. Ce que je sais, c'est ceci. La nuit où je me tenais sur le perron de tante Patricia, tenant la main de Sophie, tandis que la chaleur, la musique et la belle porcelaine étaient toutes visibles à travers une porte qui n'était qu'entr'ouverte. Je pensais que j'étais exclu. Je pensais que je me tenais au bord de quelque chose que je n'avais pas le droit d'avoir. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que ce qui se passait réellement, c'est que j'étais libéré d'une version de l'appartenance qui m'avait toujours obligé à être plus petite, plus discrète, plus reconnaissante pour moi. À confier ma fille à une famille qu'il avait déjà classée comme un inconvénient de calendrier. Mon père appelle tous les jeudis maintenant. Lui et Sophie ont un débat en cours sur la question de savoir si les Maple Leafs de Toronto gagneront un jour la Coupe de son vivant, ce que Sophie considère comme une possibilité réelle. Et ce que mon père considère comme un exercice philosophique d'optimisme. Il a conduit 4 heures pour venir au concert d'hiver de son école, s'est assis au 2e rang et a pleuré devant la chorale de première année en prétendant qu'il avait quelque chose dans l'œil. Daniel, pour information, me dit depuis 4 ans que je méritais mieux de la part de ma famille. Je n'ai pas toujours su quoi faire de cela. Je sais quoi en faire maintenant. Et la montre est sur ma commode sur un petit support en bois. Et certains matins, je la mets juste pour la mettre, juste parce qu'elle est à moi, qu'elle me va et qu'elle donne toujours l'heure parfaitement.